Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez été élu dimanche dernier. Une question d'actualité. Que vous inspire ce nouveau gouvernement qui a été nommé hier ? Oh, c'est le changement dans la continuité. Il n'y a pas de grande différence. Bon, Emmanuel Macron. D'abord, c'est un gouvernement Macron. On voit bien qu'Édouard Philippe joue un rôle de Premier ministre, mais que c'est Emmanuel Macron qui directement désigne les ministres. Il y a quand même deux personnalités de droite qui arrivent. Ce qu'il continue à faire, très clairement, c'est qu'il prend du côté de la droite et du Parti socialiste, j'allais dire, les plus libéraux des deux camps. Voilà. Donc, il continue à recomposer. Moi, je trouve ça plutôt ça clarifie la vie politique. Que tous les libéraux se retrouvent progressivement en même temps dans le même camp, bah voilà, il y aura En Marche et ses auxiliaires, il y aura France Insoumise de l'autre côté avec une autre vision. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est nécessaire. Mais pour autant, ce que je constate, c'est que ce sont souvent des gens qui ont été au Parti socialiste, aux Républicains, qui après ont pantouflé souvent dans la haute administration des entreprises publiques et qui reviennent là. Donc, on ne peut pas dire que c'est un élargissement de la société civile, ou alors c'est une société civile très, très restreinte, qui ne concerne que les couches dirigeantes qui se partagent le pouvoir depuis une vingtaine d'années. Il y a quand même beaucoup de techniciens, ça peut être un gage de réussite, non ? Techniciens, si j'ai bien compris, je n'ai pas très bien vu en quoi, par exemple, la ministre de la Défense est une technicienne de la Défense, pour que vous m'expliquiez. Ministre des Armées, voilà, oui. Donc c'est pas parce qu'on a dirigé des grandes entreprises publiques ou qu'on s'est retrouvé... Il y a la directrice de l'ENA, Nathalie Loiseau. Oui, il y a ça Madame ne donne pas une caractéristique de la compétence sur le ministère. Mais de toute façon, je vous ferai remarquer qu'on ne demande pas des politiques d'être des techniciens, on demande des politiques de diriger et d'appliquer une ligne politique. Après, il y a un personnel administratif pour faire en sorte d'exécuter les directives politiques. Et de ce point de vue-là, c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que ce gouvernement réaffirme une politique qui est le démantèlement du Code du travail, qui est la transformation, le passage de l'état d'urgence dans la loi. Il va falloir observer attentivement ce qui est proposé, parce que je continue à considérer qu'on risque d'avoir un pouvoir judiciaire qui est affaibli par rapport au pouvoir exécutif, ce qui est problématique. On va reparler problématique. de cette loi antiterroriste. Je voudrais juste qu'on écoute Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, qui a pris la parole ce matin pour François Bayrou et Marielle de Sarnez. En tout cas, pour François Bayrou, oui, parce qu'il était dans une situation où il pouvait se retrouver jugé parti. Donc ça, c'est pas tenable. Je pense que c'est la décision sage de partir. Bon. C'est une victime, il a parlé hier de dénonciation mensongère. Ça m'embête plus. Il n'avait pas besoin d'avoir le deuxième discours que nous font tous les responsables politiques depuis Fillon, Cahuzac et autres. Et du coup, en plus, il se retrouve inévitablement lié à ces personnalités qui toutes ont appelé au complot, donc ça, il aurait pu l'éviter, je trouve. Mais plus globalement, ce que ça montre surtout, c'est qu'on a quand même 4 ministres maintenant qui sont sortis du gouvernement, non pas de leur fait, mais parce qu'ils y ont été obligés. Et ça montre qu'on est dans la continuité de la Ve République. C'est un acte d'autorité de la part d'Emmanuel Macron ? Il ne pouvait pas faire autrement, non ? Ouais. Bon, c'est surtout un acte qui montre que la République exemplaire n'est que la poursuite de la Ve République. C'est ça, là, avec tous les affres de la Ve République, c'est-à-dire que le fait que c'est une République qui facilite, j'allais dire, le mélange des affaires privées, politiques, personnelles. En même temps, il fallait bien sortir ces Oui, d'accord, mais ministres... ça montre que M. Macron se retrouve avec les mêmes difficultés parce qu'il reste dans le cadre de la Ve République, avec le personnel de la Ve République, et au fond, finalement, avec le personnel des gens qui gouvernent depuis 30 ans ce pays. Il y a un enfumage qui est en train de se dissiper. On a compris que François Bayrou pourrait éventuellement revenir au gouvernement. Alors pour vous, c'est pas possible ? J'en sais rien, moi. S'il s'avère que la justice passant, les affaires n'en sont pas... Il aurait de nouveau sa place ? Bon, écoutez, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, il faut que la présomption d'innocence existe. Bon, je pense qu'il ne pouvait pas rester pour la raison que je vous dis. Maintenant, il faut voir comment évolue le dossier. Mais plus globalement, au-delà du cas Bayrou, je ne voudrais pas oublier le cas Ferrand, je ne voudrais pas oublier... la ministre du Travail qui, à mon avis, va se retrouver vite en difficulté sur l'affaire Business France et des voyages Las Vegas. On va suivre ça avec attention. Mais ça ne m'étonne pas, c'est que le début, et de même, je sais, pour avoir suivi un peu avec attention certains candidats de En Marche, qu'il y a aussi certains qui sont aux prises avec la justice. Donc, mais attendez, ça veut dire que vous, dans votre camp, il n'y a rien, vous êtes irréprochable ? Écoutez, nous, on n'est pas liés de la même manière. On n'a pas 94% de nos candidats qui sont liés soit aux chefs d'entreprise, soit les classes supérieures. Je dis pas que c'est des domaines qu'il faut exclure. Moi, j'étais chef d'entreprise. Il n'y a pas forcément conflit d'intérêt ou collusion quand on travaille dans un groupe privé. Oui, d'accord. Vous avez quand même plus de chances, à un moment donné, de l'être, d'accord. Et en plus de ça, on sait aussi qu'une partie non négligeable, en réalité, était dans la politique depuis longtemps. Ça non plus, c'est pas critiquable en soi, mais vous vous retrouvez potentiellement avec des gens qui, depuis des années, sont dans la Ve République, sont dans des partis institutionnellement majoritaires. C'est vrai que vous augmentez
augmenter les chances d'avoir des problèmes de ce type-là. C'est pour ça que nous, on est pour passer à la 6e République, on est pour le droit de révocation des élus, on est pour faire en sorte que la politique ne soit plus un métier, une carrière, mais un engagement, ce qui fait qu'il faut revenir sur la question du cumul des mandats, il faut être plus drastique. Voilà, c'est pas les hommes et les femmes en tant que tels qui sont problématiques, c'est le système qui ne va plus et qu'il faut changer. La loi de moralisation de la vie publique, alors qui s'appelle redonner confiance dans la vie politique, celle-là, vous pourriez la voter. Il y a le cumul des mandats, 3 mandats successifs. Ouais, mais tel ou tel aspect, oui. Par exemple, la Cour de juridiction d'exception, ça, on est pour la supprimer. Cour de justice de la République. Qu'on ne voterait pas pour. Maintenant, c'est une loi totalement insuffisante. Ouais. D'abord parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que la moralisation de la vie publique ne concerne que les politiques. Elle devrait concerner, j'allais dire, bien plus largement tous ceux qui, à certains moments, peuvent poser des problèmes de morale publique. Je pense, par exemple, à ceux qui font de l'évasion fiscale. C'est pas ça qu'on est pour une taxation différentielle, comme le font les États-Unis. Je pense aussi à être beaucoup plus drastique sur la question des conflits d'intérêts, des lobbies. Bon, là-dessus, je n'ai pas vu dans ça veut dire que vous déposerez des amendements, vous ferez votre travail parlementaire pour améliorer cette loi et peut-être la voter ? Écoutez, si on arrivait, par exemple, à introduire la révocabilité des élus, c'est ce qu'on avait proposé à M. Bayrou, qui nous semble être une pierre angulaire de ce qui serait une République plus exemplaire. Si on arrive à intégrer des amendements sur le conflit d'intérêts, pourquoi pas ? Mais j'ai pas eu l'impression, quand nous avons rencontré le garde des Sceaux, que c'était dans le sens de cette loi. Dans la loi. On va écouter Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé ce matin. Loi pour garantir la protection des Français, vous la voterez ? Écoutez, là aussi, ça dépend du contenu, mais pour l'instant, sur ce que j'écoute, je suis un peu inquiet. D'abord, premier constat... Inquiet sur les libertés individuelles ? Oui. Premier constat, d'abord. Il y a eu tout un arsenal de lois qui a été voté. Et ça serait bien, à un moment donné, avant d'en ajouter d'autres, de voir en quoi elles apportent quelque chose, sans toucher aux questions des libertés. Voilà, d'avoir un bilan. Bon, on ne l'a pas. Je vous ferai remarquer, par exemple, que la question de permettre à la police, sur une durée déterminée, d'agir sur un mandat rogatoire du juge est déjà quelque chose de possible dans la loi. On n'a pas besoin de l'état d'urgence pour ça. Bon, donc rajouter à un moment donné, d'aller toujours plus loin sur l'idée que la police peut intervenir avec pourquoi pas un contrôle a posteriori, j'ai compris que c'était plutôt là-dessus qu'on s'orientait, du juge administratif, c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Vous savez, sur le terrorisme, il y a 3 axes. Pour lutter contre le terrorisme. Le premier, c'est l'axe international, c'est-à-dire nous sommes pour une coalition universelle sous égide de l'ONU pour considérer que Daesh est un ennemi qu'il faut éliminer. Et c'est ça qu'il faudrait mettre en place au niveau du Proche et Moyen-Orient. Deuxièmement, c'est des moyens. Bon, et ça tourne le dos aux politiques d'austérité. Il faut donner des moyens aux policiers, arrêter avec cette idée du tout informatique. Le renseignement, c'est aussi humain, donc ça nécessite d'embaucher des hommes. Troisièmement, revenir sur la fusion RG et des services de renseignement, qui a été une très mauvaise chose décidée par Nicolas Sarkozy. Voilà, ça c'est des choses techniques. Et il me semble par ailleurs que d'un point de vue juridique, d'un point de vue du droit, il y a déjà suffisamment un arsenal pour ne pas revenir sur la séparation nécessaire et l'équilibre des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif. On va parler de la France Insoumise et du Parti communiste français ici à l'Assemblée. Les communistes ont annoncé hier vouloir créer un groupe avec des ultramarins. Est-ce que vous regrettez cette initiative ? Bah oui, puisqu'on leur proposait... Nous, on a dans le groupe France Insoumise, vous savez, des gens qui ont été soutenus ou qui sont même communistes. Dans Ariège, de Clémentine Autain, François Ruffin, etc. Et ils souhaitaient un groupe commun et on partageait. On se disait que oui, c'était une bonne chose que tous ceux qui avaient soutenu Jean-Luc Mélenchon essaient de se retrouver ensemble. Il y avait un candidat de la France Insoumise face à André Chassaigne, par exemple. Mais attendez, d'autre part, dans le groupe communiste, on savait que c'était aussi les capacités. Mais la seule chose qu'on disait, c'est une chose un peu près évidente, c'est que les urnes ont parlé. Bon, donc la méthode France Insoumise avec le candidat Jean-Luc Mélenchon, le programme L'Avenir en commun, et puis une méthode qui n'est pas celle d'un cartel de partis, comme l'a été malheureusement les restés le Front de gauche, mais quelque chose qui puise dans l'implication citoyenne. Nous, on ne voulait pas revenir dessus, mais à partir de là, on était d'accord pour un groupe commun. Bon, j'ai appris effectivement hier par la conférence de presse que finalement ça ne serait pas possible. On se voit tout à l'heure à 10h du matin. Ouais, c'est ça, vous avez une rendez-vous ? Oui, on aura une discussion. Vous pensez que ça peut faire évoluer les choses ? Nous, on va le reproposer. Bon, maintenant j'ai cru comprendre que le Parti communiste était vraiment décidé à... C'est quoi ? C'est la campagne qui a laissé des traces ? Comment vous l'expliquez cette décision ? Je sais pas. Peut-être que le Parti communiste considère que
il faut coûte que coûte essayer de rester, garder l'identité communiste dans un groupe, quitte à s'allier. Il y a quelques-uns des ultramarins, au moins un, si je me trompe pas, qui quand même a appuyé Macron. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au niveau du vote de confiance. Mais enfin, quelque part, ça c'est leurs histoires. Moi, ce que je sais simplement, c'est que je le regrette, mais d'un autre côté, ça n'entache en rien, j'allais dire, le fait que France Insoumise, le groupe France Insoumise, va être celui de la dynamique oppositionnelle, écologique et sociale par rapport au gouvernement. Je crois que c'est lui qui sera le fer de lance. Et vous verrez qu'on fera beaucoup de choses quand même avec les communistes. Je pense notamment sur la loi travail. Quel est l'état des relations aujourd'hui entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de relations, très sincèrement. Depuis l'histoire du texto envoyé par Jean-Luc qui s'est révélé dans la presse, je crois que il y a vraiment les ponts sont un peu rompus. De confiance. Ouais. Voilà. Cela dit, moi j'ai des rapports avec Pierre, je les ai contactés puisque c'est moi que le groupe a chargé de discuter avec nos partenaires pour un éventuel groupe commun. Donc c'est pas rompu, on n'est pas des ennemis. Hein. On est quand même, on va se retrouver ensemble sur beaucoup de luttes. Bon, maintenant je crois une chose. Parce que sur le plan des idées, finalement, il n'y a pas de différence entre vous. Mais plus globalement, je crois quelque chose, c'est qu'on a une recomposition globale de la vie politique française, avec le fait que les partis traditionnels, et notamment ceux qui ont structuré en réalité la vie politique, notamment à gauche au XXe siècle, je pense que c'est une page qui est en train de se tourner. Ça ne veut pas dire que l'idée communiste doit se tourner, au contraire. Mais moi, j'adresse un message à mes camarades communistes, et depuis 2007, je le porte. Je pense que nous avons, il y a toutes les raisons pour qu'on se retrouve dans un même mouvement citoyen, dont il faut inventer les formes, et non pas forcément dans des partis séparés. Mais bon, ça, c'est une Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonctionnement ? On sait, par exemple, ici à l'Assemblée, qu'il y a une liberté de vote dans le groupe GDR, par exemple. On sait que ça a l'air beaucoup plus contraint, en tout cas, à la France Insoumise. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même une charte qui a été signée. Il n'y a pas de liberté de vote à la France Insoumise. La liberté de vote, elle est constitutionnelle. Hein. Je vous remarquer, vous n'avez pas de mandat impératif et un élu, le seul rapport qu'il y a, c'est simplement... C'est quand même assez mal vu. Enfin, non, mais vous comprenez, c'est pas que c'est mal vu. Vous comprendrez que quand vous êtes un groupe formé sur un programme, il est assez normal que ça soit le programme qui forme, j'allais dire, la base de ce groupe pendant 5 ans. Donc nous, ce qu'on avait demandé, c'est une cohérence par rapport à ce programme. Ça ne veut pas dire que sur tous les points, on allait agresser un député qui n'est pas d'accord sur tel ou tel point. Les choses peuvent discuter, mais globalement, on demandait une cohérence. Et pourquoi on le faisait ? Parce qu'il se trouve que dans le précédent quinquennat, mandat, nous avons appuyé un groupe Front de Gauche qui a été élu avec les voix du Front de Gauche. Et pendant tout le mandat, nous n'avons pas eu une seule discussion avec le groupe pour savoir ce qu'il était en train de faire ou pas du programme qui nous était commun. Donc ça, on ne voulait pas recommencer, c'est très clair. Bon, voilà, c'est une façon de fonctionner qui me semble assez normale qu'un groupe ait un rapport avec le programme sur lequel il a été élu et qu'il y a un engagement quelque part entre les membres du groupe pour essayer, tant que faire se peut, il peut y avoir quelques exceptions, mais de respecter ces disciplines de route. C'est pas nouveau. Un cas particulier, mais Marie-Georges Buffet, qui est proche de Jean-Luc Mélenchon, elle sera dans quel groupe ? Je crains, parce que j'aime beaucoup Marie-Georges, je crains que Marie-Georges ou des gens comme Elsa Faucillon restent, ou Stéphane Peu, j'ai pu comprendre Stéphane Peu, alors qu'il a signé quand même la charte France Insoumise qui prévoyait qu'on soit dans le même groupe. Mais je crains qu'il ne soit dans le groupe communiste. On va voir ça. En tout cas, nous, on les aurait accueillis bras ouverts. Je sais qu'ils voulaient un groupe commun. Et je ne doute pas qu'avec ces personnalités, on va travailler assez facilement pendant les 5 ans à venir. Et notamment pour vous opposer à cette politique. On ne sait jamais ce qui va se passer par la suite. Vous unirez vos forces justement pour vous opposer à la politique du gouvernement. Quand vous êtes arrivé à l'Assemblée, vous avez tous crié résistance, le groupe La France Insoumise. C'était quoi le sens de ce propos ? On a besoin d'entrer en résistance ? On est en démocratie, là, non ? Oui, mais alors, la démocratie n'empêche pas une résistance sociale. La démocratie, c'est à la fois le travail parlementaire, le travail dans les mobilisations sociales. Le droit de grève existe, donc tout ça fait partie d'une démocratie. Et ce qui se passe un peu, c'est que nous disons, que si l'Assemblée est légitime, par contre, le fait d'avoir été élu avec 15% des inscrits, après que le président ait été élu contre Marine Le Pen, fait que nous ne sommes pas d'accord avec la légitimité politique qui viserait... La légitimité, c'est pas un problème de représentativité ? Non, il y a un problème de légitimité politique. Par exemple, quand vous voulez casser complètement le code du travail, qui est le résultat d'un siècle de lutte sociale, je pense que Emmanuel Macron serait bien inspiré d'en tenir compte et, par exemple, de se dire, j'organise un référendum, parce que je sais que nous avons été élus dans des conditions spéciales. Mais là, vous contestez la légitimité de l'élection du président de la République ? Non, c'est pas ce que je viens de faire. C'est pas ça. C'est moi bien. Je conteste le fait que la manière dont a été élu le président de la République et avec le nombre d'abstentions, le fait que 15% des inscrits seulement aient permis cette majorité forte de En Marche plus de leurs auxiliaires, je conteste le fait que sur certaines lois, notamment les plus importantes, je pense à la loi travail, on le passe comme ça en été, par ordonnance et sans quelque part reconsulter les Français. Voilà. Si on voulait changer les mœurs politiques, commencer à changer la vie démocratique de ce pays, eh bien, on ferait voter les Français quand il y a une possibilité de blocage. Et il va y avoir blocage parce que vous allez voir que la majorité, en réalité,
des Français sera contre cette loi travail, comme elle l'était sur l'ensemble. Mais il y a une majorité absolue à l'Assemblée pour Emmanuel Macron. Excusez-moi, mais la démocratie, c'est la 5e République. La démocratie n'est pas seulement ça, sinon on interdirait les manifestations. Oui, mais enfin, on est encore en 5e République. Oui, mais donc même pour la 5e République. Moi, j'ai participé activement, il y a bien longtemps de ça, des mobilisations sur la réforme de Vaquet. Monsieur de Vaquet n'a pas passé sa loi parce qu'elle était visiblement pas majoritaire. Et ça a été vrai sur d'autres aspects. Vous voterez la confiance ou pas le 4 juillet? Vous rigolez, quoi. Ça, c'est absolument non. Donc, ce sera une consigne de groupe aussi. Vous attendez pas de savoir ce que va dire le Premier ministre? On le sait. Je veux dire, on connaît ce qu'il propose sur la loi travail, on connaît ce qu'il propose sur la transformation de l'état d'urgence, on connaît ce qu'il propose sur la réforme de la retraite par points, etc., etc. C'est le même projet, en pire que François Hollande. Donc, ne nous attendez pas qu'on vote la confiance. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous.